Bien, je remercie tout d'abord Hubert Aupetit et Tony Gerhardt pour l'organisation de cette journée dont je me réjouis d'abord qu'elle se déroule devant une salle pleine. On dit souvent que les classiques ne remplissent plus et n'attirent plus. Voici le contredit. Donc merci à tous et à toutes d'être ici présents aujourd'hui. Je suis d'autant plus heureux de prendre la parole pour ouvrir cette journée que ce lycée est mon ancien lycée. Deuxième titre, que nous soyons dans l'amphithéâtre Patrice Chéreau, je suis particulièrement sensible comme professeur d'études théâtrales, et bien sûr que la journée soit consacrée à Racine, auquel j'ai consacré la majorité de mes recherches. L'ouverture d'Hubert Aupetit me semble-t-il, mis d'emblée le doigt sur une question centrale d'interprétation précisément, sur le nombre de syllabes de l'alexandrin, dont je rappelle de mémoire que Ronsard disait qu'il était un vers composé alternativement de 12 et 13 syllabes, qui pose bien la question que vous avez évoquée de la réalisation des syllabes. Et cela me permet de présenter notre première intervenante, Juliette Gros de Casquet, dont je n'ai pas de difficulté à la présenter puisqu'elle est ma collègue à l'Institut d'études théâtrales de la Sorbonne Nouvelle, où elle est maître de conférences habilitée, mais elle a aussi une carrière de comédienne et donc toute une pratique de la diction. Elle a écrit un livre sur cette question précisément, et elle nous parle aujourd'hui, si le titre n'a pas changé, Julien, de réflexion sur les généalogies historiques de la diction racinienne d'aujourd'hui. Merci beaucoup Gilles, et merci à vous tous d'être aussi nombreux. Je ne pensais pas que je parlerais devant un tel parterre de notre belle jeunesse. Je suis extrêmement touchée. Comment dire les vers ? C'est un sujet scabreux que celui-ci. Tout ce qui touche à la poésie est difficile. Tous ceux qui s'en mêlent sont d'une exquise irritabilité. Le mélange inextricable des sentiments de chacun et des exigences communes donne occasion à des dissentiments infinis. Rien de plus naturel que de ne point s'entendre. Le contraire est toujours surprenant. Je crois que l'on ne s'accorde sur rien que par méprise et que toute harmonie des humains est le fruit heureux d'une erreur. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas moi qui parle ici, c'est Paul Valéry. En 1926, dans son discours sur la diction des vers, en fait, il s'adresse à de jeunes comédiens. J'ai donc l'honneur d'ouvrir cette journée d'études et je remercie vivement ses organisateurs pour leur invitation. J'espère évidemment, vous l'avez sans doute compris, déjouer les prédictions de Valéry et ses fameux 10 sentiments infinis sur la diction des vers. Et je voudrais au contraire envisager sereinement cette question sur laquelle vous savez sans doute, ou vous ne savez peut-être pas encore, que, beaucoup de conceptions s'affrontent depuis des décennies. Et le livre dont vous parlez, Gilles, était le fruit, il y a déjà 20 ans, et il faut que j'assume aussi ce moment du temps qui me sépare de ses premiers travaux. Ce livre est le fruit justement d'une incompréhension qui était la mienne à l'époque, d'un étonnement qui est toujours le mien, de me demander pourquoi et comment on pouvait autant se disputer sur la question de la diction du vers. Et je dirais que la pandémie récente, que les luttes actuelles qu'il faut mener, me donnent encore plus envie de dire que restons calmes sur la question de la diction des vers et envisageons sereinement les choses en nous entendant, même quand nous ne sommes pas d'accord. Les organisateurs ont souhaité qu'apparaissent au cours de cette journée, je les cite, les principaux enjeux poétiques, historiques, dramatiques, scolaires et, pourquoi pas, idéologiques de la diction racinienne. Alors je me consacrerai ici aux aspects historiques et idéologiques qui sous-tendent et éclairent la diction du vers de Racine aujourd'hui. Et je vous proposerai, à la fin de ma communication, que nous écoutions quelques fragments de Bérénice, dit par Julia Barthé en 1940,
et dit, si j'arrive à retrouver, mais c'est ce que j'ai pas réussi à retrouver, Clotilde de Bézère de la Comédie Française, elle aussi, comme Julia Barthé, mais c'était en 2017, dans une fiction France Culture, dans le grand cycle Racine, 8 tragédies de Racine donc ont été captées, merveilleusement mises en onde par Blandine Masson. Je vous recommande vraiment ce podcast, puisque c'est ainsi qu'il faut le nommer. Alors voilà, avec mon petit doigt, j'arrivais pas à retrouver 1h10. Donc je ne sais pas si on entendra Clotilde Bézère dans le même fragment de Bérénice que évidemment je souhaitais. Donc pardonnez-moi déjà pour le cafouillage technique, mais l'idée c'est de terminer cette communication en donnant la parole à ceux qui, à mon avis, doivent toujours avoir le dernier mot quand il s'agit de diction et de déclamation, dont je vous parlerai aussi, c'est-à-dire les interprètes. Mais avant d'écouter les interprètes, je voudrais remettre en perspective l'alexandrin de Racine dans la versification classique, pour saisir ensuite, dans le foisonnement des interprétations diverses et multiples des alexandrins aujourd'hui, ce qui a fait débat dans l'histoire ancienne et dans l'histoire récente de la diction du vers. Alors d'abord le vers de Racine, un alexandrin classique. Le vers français n'est pas, vous le savez, un vers rythmique, à l'instar des vers latins, anglais ou espagnols, mais un vers syllabique. 12 syllabes, et non pas 12 pieds, 12 syllabes doivent donc être prononcées pour que l'alexandrin existe. Il est très proche de la prose, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été employé par les poètes, vous parliez de Ronsard, Gilles, par les poètes de la Pléiade, parce qu'il leur permettait de bien traduire, parce qu'il est proche donc de la prose. Mais cet alexandrin ne peut se faire entendre comme vers qu'en soulignant son syllabisme, donc faire entendre 12 syllabes. On met en évidence donc ces 12 syllabes en prononçant toutes les consonnes, en prononçant aussi certaines finales de mots, généralement élidées en prose, les syllabes qu'on appelle muettes. Et le E muet, dont vous avez magnifiquement parlé tout à l'heure, évidemment en fait partie. Et on observe aussi qu'à la 6e syllabe du vers se joue l'existence de l'alexandrin en tant que vers. De l'attention portée à cet axe du vers dépend la possibilité de le faire entendre comme tel. Le respect de l'hémistiche se pose donc comme un principe constitutif de l'alexandrin, dérivé de son caractère syllabique. Marquer l'hémistiche est donc le moyen dont use le poète pour faire entendre l'alexandrin comme vers. Les principes de l'hémistiche sont au nombre de 4. Vous le savez bien sûr, je reprends des choses évidentes, mais dont j'avais besoin pour recadrer les choses, si vous voulez, par rapport aux questions de diction. Ces 4 principes de l'hémistiche sont les suivants. Il y en a 2 qui relèvent de la syntaxe. L'hémistiche ne doit jamais se placer à l'intérieur d'un mot. Deuxième principe qui relève de la syntaxe, les monosyllabes appartenant à la famille des mots ligatures, comme les articles, les pronoms personnels, les adjectifs démonstratifs, les pronoms relatifs, les adverbes dans une locution, faisant corps et sens avec les mots qui les suivent directement, ne peuvent pas non plus être détachés par l'hémistiche. Et puis, 2 principes relèvent de la phonétique. Et puisque nous parlons de des voyelles muettes et donc de cette fameuse voyelle E, cette voyelle E ne peut pas se trouver à la 6e syllabe d'un alexandrin et elle ne peut pas non plus former la 7e syllabe d'un alexandrin. Donc vous voyez, ces 4 principes sont ceux que tout alexandrin classique respectera immanquablement, infailliblement, de la fin du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et c'est après surtout Verlaine, que les poètes oseront enfreindre le principe de l'hémistiche et ne respecteront pas toujours cette facture classique du vers que je viens de vous décrire. J'aurais voulu vous citer Verlaine, Rimbaud, Laforgue, mais j'ai peur du temps qui joue déjà un peu contre moi. Donc je reviens à l'alexandrin classique puisque c'est ce qui nous occupe. On le voit, il respecte donc ces 2 critères nécessaires et suffisant, qui le différencie de la prose, les 12 syllabes et l'hémistiche. Et la définition donc de l'alexandrin est celle que formule Ronsard, dont vous avez parlé Gilles, c'est-à-dire
effectivement, les alexandrins tiennent la place en notre langue, tels que les vers héroïques entre les Grecs et les Latins, lesquels sont composés de 12 à 13 syllabes. Les masculins de 12, les féminins de 13, et ont toujours leur repos sur la 6e syllabe. C'est Ronsard dans l'abrégé de l'art poétique français en 1565. Vous remarquerez peut-être ou pas, mais je tiens à le souligner, que cette présentation de la facture classique de l'alexandrin ne prend en considération que les règles de métrique du vers. Et sur ce point, je me suis beaucoup appuyée, notamment au moment de mes travaux. Ça a été une sorte de rencontre qui m'a vraiment aidée à tracer mon chemin. Je me suis donc beaucoup aidée de la théorie du vers de Benoît de Cornulier, qui me paraît éclairante en ceci qu'elle dit que pour définir le vers alexandrin, il ne faut prendre en compte que les critères métriques. Que si l'on commence à adjoindre à la définition d'alexandrin des critères, par exemple, du type de l'accentuation, alors en fait, on n'est plus du tout dans l'alexandrin, mais on commence à mêler, ce qui est le vrai problème, et c'est ce dont je vais vous parler après, on commence à mêler au fond les questions de métrique, donc de définition pure du mètre et du vers, avec des questions liées à l'accentuation même de la langue. J'y reviendrai. Donc, Benoît de Cornulier dit ceci: il est inutile de préciser que dans la théorie métrique du vers français, il est inutile de préciser que les syllabes terminales de mesure sont normalement marquées ou accentuées parce que cette exigence découle naturellement de la prosodie de la langue. Il est donc inutile et redondant d'ajouter à la théorie métrique française une loi d'accentuation finale qu'on doit poser pour le français en général, et donc pas seulement pour l'alexandrin. En revenant ainsi aux critères métriques et phonologiques de l'alexandrin, on voit que les questions de rythme, d'intonation sont étrangères à la définition de l'alexandrin en tant que vers. Quand donc on se querelle sur la question de l'accentuation du vers, cela ne peut pas être au nom d'une loi intangible qui le régirait. Et pourquoi ça n'est pas possible? Parce que précisément l'accentuation, donc ce qui fait le rythme, parce que par un accent je marque le rythme, comme en musique, et je vais beaucoup vous parler de musique dans quelques minutes, parce que l'accentuation n'entre pas au principe même de la définition d'alexandrin. Je vais prendre un cas précis, pratique. Je prends ce vers de Phèdre. Oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser. Je voudrais vous donner les 3 manières de dire ce vers qui sont aujourd'hui dans les écoles de théâtre, qui ont fait école. Je commence par la première manière, qui est de respecter dans l'alexandrin 4 accents. 2 fixes sur la 6e et la 12e syllabe, 2 mobiles entre la première et la 6e, entre la 6e et la 12e. Cette école-là de diction, vous allez l'entendre représentée aujourd'hui par les travaux et les propos de François Regnault, de Jean-Claude Milner, mise en œuvre dans les très beaux spectacles de Brigitte Jacques Wageman. Donc ça donne ça. Oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser. On entend les 4 accents. Maintenant, je vous fais entendre la 2e diction, celle proposée par Michel Bernardi, qui a fait école aussi. Au début des années 90, c'est lui qui enseignait au conservatoire dans la classe de voix, de musique, de voix parlée, de voix chantée, si vous voulez, qui a été remplacé donc par François Regnault au début des années 2000 et qui est maintenant lui-même remplacé par Robin Renucci, qui professe l'enseignement de Michel Bernardi. Dans la diction de Michel Bernardi, donc, qui est évoquée dans le jeu verbal, court traité sur l'alexandrin à l'attention des amateurs, dit-il, on fait entendre par le jeu d'une partition, vous parliez de solfège, d'une partition donc, qui fait entendre des césures dans le vers et qui permet de faire entendre la langue dans le vers, c'est-à-dire l'ordonnancement d'une syntaxe très souvent bousculée. Je pense que vous parlerez tout à l'heure, Claire, de la syntaxe du vers alexandrin. Donc, vous le savez, Racine aime à travailler sur les ellipses, travailler sur il bouscule la grammaire française. Donc, pour remettre tout cela d'une certaine manière d'aplomb à l'oreille,
l'interprète a la possibilité d'user de césures, de barres de césure qui viennent, comme sur une partition de solfège, faire entendre de légers repos pour faire entendre le sens du vers. Donc, sur ce même vers, ça donnerait « Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée ». Et le « je brûle pour Thésée », on n'a pas obligation de faire de césure entre « je brûle » pour Thésée. La grammaire ne nous indique pas la nécessité de faire une césure. Et puis, il existe une troisième possibilité de dire le vers, que vous connaissez sans doute aussi, qui a été mise en œuvre à partir de la fin des années 1990 par des hommes de théâtre, notamment par Eugene Green, qui a été repris dans les années 2000 pour de très beaux spectacles portés par les élèves d'Eugene Green, dont Benjamin Lazare, que vous entendrez tout à l'heure. Et cette déclamation baroque nous ferait entendre donc ce même vers de Phèdre, ainsi, une des possibilités. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. Donc une déclamation baroque dont vous voyez qu'elle est plus musicale, je reviendrai là encore sur ce terme, que certains nomment aujourd'hui une déclamation historiquement informée, qui donc est aujourd'hui portée par des comédiens et des comédiennes qui, pour la pratiquer, proposent une lecture des sources et des traités anciens qui nous permettent donc, je dis nous, pardon, parce que je fais partie aussi de ces comédiens et comédiennes qui pratiquent cette déclamation et qui pratiquent aussi les autres et qui pratiquent cette déclamation, qui nous permet donc, corps et voix engagés dans un travail qui tient de ce qu'aujourd'hui j'appellerais à la fois une histoire pragmatique et aussi une histoire sensible. Et je pourrais, mais pas ici, pardonnez-moi, je n'en ai pas le temps, m'expliquer mieux sur ces deux termes. Je prends ici appui sur ces trois manières de dire, car elles offrent des repères dans un paysage sonore évidemment beaucoup plus vaste, beaucoup plus nuancé que celui que je trace ici. Ces trois voix témoignent de choix qui sont d'ordre esthétique. Ils offrent des possibilités de jeu. Vous avez bien entendu à l'oreille que quand on dit, selon ces trois manières, le vers, au fond, on propose à l'interprète des chemins très différents dans le rapport à la langue de Racine, en l'occurrence. Ces trois manières ne représentent pas, à mon sens, une vérité qui serait le propre de telle école plutôt que de telle autre, et qui, du coup, lui donnerait le droit de museler les autres. Or, ces manières de dire qui ont fait école renvoient à des débats esthétiques qui sont ancrés dans l'histoire de la diction racinienne. Et parmi ces nombreux débats, pour aujourd'hui, je n'en ai retenu que deux qui me semblent majeurs. Premier débat que dont je voudrais ouvrir les tenants et les aboutissants devant vous aujourd'hui, c'est au fond qu'est-ce qui prime dans le vers? Est-ce que c'est le sens ou est-ce que c'est la musique? Et le deuxième débat, c'est quand on dit le vers, qu'est-ce qu'on fait? On le dit ou on le déclame? Au fond, la différence entre diction et déclamation. Alors, première chose, l'idée que l'alexandrin de Racine est musical constitue un mythe. Un mythe qui se développe de Diderot à Valéry compris, celui que je citais tout à l'heure donc en introduction. En effet, Diderot, en 1758, dans une correspondance qu'il entretient avec une jeune comédienne qui s'appelait Mademoiselle Jodin, à qui il donnait des conseils sur la manière de jouer, Diderot rappelle le parallèle qu'on connaît bien entre Corneille et Racine, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte-là, adressé à une comédienne, il rappelle le parallèle sous l'angle de la déclamation. Je le cite, et il parle à Mademoiselle Jodin, donc. Si vous sentez une fois combien la poésie de Racine est harmonieuse, nombreuse, filée, chantante, et combien le chant cadencé s'accorde peu avec la passion qui déclame ou qui parle, vous vous étudierez à nous dérober son extrême musique. Vous le rapprocherez de la conversation noble et simple, et vous aurez fait un grand pas, un pas bien difficile. Parce que Racine fait toujours de la musique, l'acteur se transforme en un instrument de musique. Parce que Corneille se guinde sans cesse sur la pointe des pieds, l'acteur se dresse le plus qu'il peut. C'est-à-dire qu'on ajoute aux défauts des deux auteurs. C'est le contraire qu'il fallait faire.
Voilà, mademoiselle, quelques préceptes que je vous envoie. Bons ou mauvais, je suis sûre qu'ils sont neufs, mais je les crois bons. Garrick me disait un jour qu'il lui serait impossible de jouer un rôle de Racine, que ses vers ressemblaient à de grands serpents qui enlaçaient un acteur et le rendaient immobile. Garrick sentait bien et disait bien, rompait les serpents de l'un et brisait les échasses de l'autre. Garrick, c'est le grand acteur anglais du XVIIIe siècle, dont Diderot est très proche et donc qu'il cite ici. Vous voyez d'ailleurs le rôle qu'il donne à l'interprète, à Mademoiselle Jodin. Elle a la possibilité par son interprétation de réparer les défauts de ces deux gloires que sont Corneille et Racine. C'est accorder une place et une importance à l'interprète qui me semble étonnante et à méditer peut-être aussi pour les temps à venir. Ce mythe de la musique, donc du vers de Racine, renvoie à un débat qui a été reconduit d'époque en époque autour au fond de deux grands pôles, le sens ou la musique, c'est-à-dire la beauté ou la vérité. La beauté étant du côté de la musique, la vérité du côté du sens. Un débat donc sur l'art de l'acteur auquel Goethe participe et qu'il résume dans sa 35e instruction aux comédiens. Il dit ceci: avant toute chose, l'acteur doit se rendre compte qu'il n'a pas seulement à imiter la nature, mais à la représenter idéalement, et qu'il doit donc unir dans son jeu la vérité et la beauté. Au XXe siècle, ce débat entre musique et sens se joue entre Valéry, Paul Valéry, donc, que je citais tout à l'heure, et Gide, autour du sens et de la musique dans le vers de Racine. Pour Valéry, il est indispensable de faire entendre la musique du vers, quand pour Gide, c'est le sens qui doit prévaloir. Valéry dit ceci lorsqu'il s'adresse aux interprètes, donc c'est dans ce discours que je citais tout à l'heure, il leur dit ceci: apprivoisez-vous tout d'abord à la mélodie de ces vers. Considérez de près la structure de ces phrases doublement organisées, dont la syntaxe d'une part, la prosodie de l'autre, compose une substance sonore et spirituelle et qui engendre savamment une forme pleine de vie. Et donc surtout, ne vous hâtez point d'accéder au sens. N'arrivez à la tendresse, à la violence, que dans la musique et par elle. Voilà, c'était à cette phrase que je voulais venir. N'arrivez au sens que par la musique et par elle. Donc c'est le vecteur sonore qui est la possibilité d'arriver à la plénitude du sens. Pour Gide, au contraire, dans les conseils qu'il donne à une jeune actrice, note sur l'interprétation de Phèdre, et il n'est pas du tout question... Il n'est pas du tout question d'aborder le vers de Racine sous cet angle, pas de musique. Magnifique sonnerie. On fait les choses toujours très bien ici, je le remarque. Donc, pas de musique pour Gide, mais au contraire une sorte d'explication, et là je ne veux pas être trop longue, chez Gide ce qui importe c'est de comprendre qui est le personnage de Phèdre, comment donc elle parle à Œnone et à quel moment de la pièce on se trouve dans l'économie générale pour au fond saisir le personnage par le contenu psychologique, je dirais. D'une certaine manière, Gide propose aux interprètes de Phèdre de saisir l'interprétation de Phèdre par une compréhension, une lecture du personnage. Il dit ceci: Phèdre est avec Œnone, non point comme avec une confidente banale, mais c'est pour autant d'être reine, elle se comporte vis-à-vis d'Œnone comme avec une vieille nourrice pour qui elle n'a pas eu jusqu'à présent de secret. Et il en vient à ceci: la déclamation irait donc à l'encontre de ce ton confidentiel que doit garder la scène. Et pour finir avec Gide, je laisse donc une classe s'en aller et rejoindre d'autres cours. Ce qui est intéressant avec Gide, c'est que face à la tradition, il recommande aux interprètes de Racine d'oser fouler des sentiers nouveaux. Et il dit ceci: le beau compliment que ce serait de vous dire, par exemple, vous rappelez Sarah Bernhardt. Le grand acteur, lui aussi, doit inventer, doit prendre élan sur les modèles et non pas chercher à les copier.
qui est intéressant dans ce que dit Gilles ici, c'est qu'il s'oppose par exemple complètement à Louis Jouvet et à son enseignement au conservatoire, qui disait exactement le contraire, qui disait à ses comédiens et ses comédiennes « Écoutez les vieux enregistrements de Sarah Bernhardt, ça va vous paraître poussiéreux, mais regardez la technique vocale de cette comédienne. » Donc vous voyez, et c'est important aussi que vous saisissiez combien ces questions de diction, de déclamation sont sujettes à des débats d'idées et à des points de vue très très différents. À propos donc de ce débat, et je finirai là-dessus sur ce débat qui est évidemment pas clos, mais je voulais vous en donner les éléments, les tenants et les aboutissants, comme je disais tout à l'heure, c'est que à la fin des années 90, et je vous ai fait entendre tout à l'heure sur un vers la déclamation dite baroque, la déclamation baroque est apparue dans le paysage de la diction racinienne, et là elle a proposé donc cette approche au plus près des sources phonétiques d'une part, mais aussi elle s'est inspirée notamment des schémas intonatifs que l'on peut trouver dans les récitatifs de Lully. Donc d'une certaine manière, à l'orée des années 2000, ressurgissait en quelque sorte le débat entre le sens et la musique. Donc, et vous entendez bien que c'est un mouvement qui consiste justement à faire le contraire d'une actualisation. Il ne s'agit pas de rendre Racine notre contemporain, mais de nous rendre, nous, contemporains de Racine. Cette approche donc témoigne d'une écoute, d'une attention aux phénomènes historiques de toute nature. Or, cette déclamation, qu'a-t-elle fait? Indépendamment du fait qu'elle a troublé, qu'elle a étonné, qu'elle est venue jouer les troubles faits aussi par rapport aux deux écoles que je vous ai présentées en premier, l'école portée par la voix de François Regnault et de Jean-Claude Milner, l'école portée par Michel Bernardi. Autre que le trouble qu'elle a apporté, il me semble plus intéressant, et c'est peut-être aussi le fruit des 20 années de recul que j'ai maintenant par rapport à la découverte que ça a été pour moi quand j'étais élève à l'ENSAT en classe de comédie et que je découvrais donc la déclamation baroque. Il me semble qu'elle a apporté ceci de très important, c'est qu'elle nous aide à ne pas être attentifs seulement à la syntaxe ou à la grammaire, mais à la rhétorique du texte. Les éditions du théâtre de Racine qui, à l'orée des années 2000, dans le sillage en fait de la Pléiade procurée par Georges Forestier, qui a souhaité retrouver la ponctuation de l'époque du XVIIe siècle, les éditions donc du théâtre de Racine à ce moment-là, qui faisaient entendre à la fois aux interprètes, je me rappelle Daniel Jeannettot, le metteur en scène, aujourd'hui directeur du théâtre de Gennevilliers, qui montait Iphigénie en 2001 et qui nous a dit à quel point cette ponctuation l'avait aidé dans le travail avec ses interprètes et qui était aussi pour les enseignants, pour les étudiants et étudiantes du temps, une sorte de découverte. Cette ponctuation nous a permis de comprendre qu'il fallait absolument se méfier des notations retravaillées syntaxiquement au XIXe siècle, que la restauration de certains points qui nous semblaient complètement étranges au beau milieu d'un vers, en fait, avait à voir avec une respiration du texte, avec donc une proposition que l'on pourrait dire pneumatique, c'est-à-dire qui vient de pneuma, du souffle. Dans sa dimension donc de parole efficace, la rhétorique que cette ponctuation permet de faire entendre réclame de l'interprète, vous l'avez compris, un travail du souffle, des accents d'expression, non plus donc à l'échelle de la phrase, non plus à l'échelle d'une compréhension grammaticale, mais à l'échelle de la période, qui couvre parfois plus d'une phrase, beaucoup plus d'une phrase. Donc, être attentif à cette rhétorique permet de dépasser et de déplacer sans doute aussi le clivage musique ou sens dans le vers. Elle associe les deux. Et aujourd'hui, même sans parole historiquement informée au sens phonétique, on peut, je pense, promouvoir un travail de l'alexandrin qui incorpore cette puissance rhétorique et qui la restitue. Cela m'amène donc au deuxième point, deuxième débat, entre diction et déclamation. Au fond, qu'appelle-t-on dire le vers par rapport à la déclamation? Et là, je vous étonnerai peut-être aussi en vous disant que l'on a déclamé le vers du XVIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On l'a déclamé, on a déclamé Racine et ses contemporains et ceux qui sont venus après lui,
Et je ne résiste pas au plaisir de vous citer l'une des premières définitions que nous ayons de la déclamation, que l'on doit à Bertrand de Bacilly, qui écrit pour les musiciens et les chanteurs et qui dit ceci: « Il y a une prononciation simple qui est pour faire entendre nettement les paroles, en sorte que l'auditeur les puisse comprendre distinctement et sans peine. Mais il y en a une autre, plus forte et plus énergique, qui consiste à donner le poids aux paroles que l'on récite et qui a un grand rapport avec celle qui se fait sur le théâtre et lorsqu'il est question de parler en public, que l'on nomme d'ordinaire déclamation. Cette manière plus forte, plus énergique est le propre de l'éloquence publique, au théâtre, au tribunal, en chaire, mais aussi dans les salons mondains au XVIIe siècle, lorsqu'on donne des lectures à haute voix. Cet art de la parole et de la voix gouverne l'art oratoire du XVIIe siècle et ne peut pas d'ailleurs se penser sans lien avec le corps. Porter la voix dans un travail de déclamation implique ainsi que tout le corps soit mobilisé et devienne lui aussi éloquent, en lien avec cette parole proférée. Ainsi, nous pouvons concevoir que dire Racine, historiquement, cela a voulu dire déclamer Racine et porter sa parole avec une éloquence du corps tout entier. Alors bien sûr, cette déclaration n'était pas uniforme et elle pouvait être plus ou moins marquée. Et quand tout à l'heure je débattais ou je reprenais le débat sur le sens et la musique dans le vers, sachez que dès la fin du XVIIe siècle, dans un texte de Charles Sorel, on trouve déjà la preuve que les comédiens, parfois, ne respectaient pas le vers en tant que vers, mais en faisaient un peu de la prose. Il dit ceci: plusieurs comédiens prononcent les vers comme si c'était de la prose. Et ils tiennent que pour les bien réciter, il faut les joindre avec tel art qu'il ne semble presque point que ce soit des vers. Que cela est grossier de s'arrêter sur toutes les rimes et de les marquer par trop, plutôt que de penser à la suite du sens. Ce n'est point partout que les comédiens tâchent de cacher les rimes et les mesures des vers. Et au contraire, en de certains endroits, ils les font sonner le plus qu'ils peuvent, comme servant à la gravité du discours. Que c'est dans les entretiens familiers qu'ils tâchent de joindre doucement les vers les uns aux autres pour exprimer plus naïvement les passions et faire mieux comprendre le sens des choses. Donc vous voyez que déjà au XVIIe siècle, la déclamation a des nuances et qu'évidemment on ne déclame pas de la même manière tous les discours, tous les modes oratoires et qu'en fonction du style, eh bien on va dire le texte en le déclamant plus ou moins. C'est exactement ce que nous indique Charles Sorel ici en 1671. Alors, reste un dernier problème, et je regarde ma montre avec inquiétude, qui est, et on va passer à l'écoute donc de Julia Barthé et de comédiens dans la Bérénice, puisque je ne suis pas arrivée à retrouver la voix exacte. Donc, la dernière question est la suivante. Comment est-ce qu'on est passé de la déclamation à la diction? C'est-à-dire à quel moment ça s'est fait? Je vous ai dit qu'on avait déclamé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a un premier élément de réponse, c'est une hypothèse, c'est une avancée qui est faite par Alain Zepfel, qui enseigne aujourd'hui et depuis de nombreuses années au Conservatoire national supérieur d'art dramatique dans la classe de voix parlée, de voix chantée. Et Alain Zepfel, qui est lui aussi chanteur, metteur en scène, qui a d'ailleurs proposé une très belle mise en scène d'Esther à la Comédie Française il y a quelques années, dit que sans doute ce passage de la déclamation à la diction est à dater du moment où les deux conservatoires de musique et d'art dramatique se sont séparés, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Au fond, les comédiens ne travaillaient plus avec des chanteurs et ont perdu l'habitude, d'une certaine manière, ou la possibilité de les rencontrer dans des cours de chant, de partager des temps et des moments de formation avec eux, et donc ont perdu plus ou moins ce rapport à la déclamation. Mais je voulais vous citer, puisque nous allons l'entendre, une comédienne, une immense comédienne, que l'on appelait donc la divine Julia Barthé, qui est l'un des modèles de la Berma de Proust, avec Sarah Bernhardt et Réjane. Barthé, donc,
qui était bien sûr une très grande interprète, mais qui savait aussi parler de son métier, comme souvent les comédiens et les interprètes savent très bien parler de leur métier, et qui nous permet de bien comprendre cette relation entre diction et déclamation. C'est pourquoi je la cite, et je suis presque à la fin de ma communication. Elle dit ceci: dans la diction, il y a deux éléments. L'un matériel, mécanique, physique, c'est l'articulation et le maniement de la voix. L'autre élément est au contraire tout d'intelligence et de sentiment. Il consiste à faire pénétrer l'auditeur dans l'intimité de l'œuvre, à mettre l'accent juste sur les mots importants, à donner de la couleur, du relief, de la vie à cette chose inanimée qu'est la pensée écrite. Le mot de diction, ainsi entendu, dépasse un peu le sens qu'on lui donne habituellement. Il équivaut à ce qu'on appelait autrefois la déclamation. L'art non seulement de dire, mais d'exprimer et d'interpréter. C'est dans ce sens large, et pour faciliter le langage, que j'emploierai ici le mot de diction. Alors vous l'entendez, la diction, pour Julia Bartet, comprend à la fois une technique vocale et l'expressivité de l'interprétation. La diction, au fond, si on l'écoute bien, serait le mot moderne qui remplacerait celui suranné de déclamation. Lorsqu'elle dit ceci, c'est dans une causerie sur le théâtre, qui est reprise dans la Revue de Paris, datée de février 1901. Ce qui est intéressant, c'est que pour elle, la déclamation, c'est déjà un vieux mot. Or, et c'est là qu'on est placé devant à la fois le mystère de l'interprétation et l'immense difficulté que constitue le fait de saisir cet objet d'étude, l'art de l'interprétation et l'art de la diction. Quand vous allez l'entendre, dans quelques secondes, c'est un préambule et c'est pour l'exercice d'écoute, les éléments pour vous permettre d'entendre ce drôle d'objet sonore, ovni, on pourrait dire. Quand vous allez l'entendre, il est évident qu'elle déclame, me semble-t-il. Je vous le livre comme une hypothèse de travail. Peut-être penseriez-vous autre chose, mais il me semble qu'elle déclame alors qu'elle a le sentiment qu'elle ne déclame plus. Par rapport à ce que vous allez entendre faire par les interprètes donc de la Bérénice, enregistrée au Studio 104 de la Maison de Radio France en 2017, il est évident qu'elle déclame, mais elle n'a plus cette conscience-là. Un dernier mot avant de vous la faire entendre. Comment dire ? Quand on écoute ces archives, il faut bien se rendre compte qu'on écoute, d'abord par rapport à ce que vous allez entendre de 2017, quand on écoute des archives de 1940, en l'occurrence, Julia Bartet n'est plus, elle est morte juste l'année suivante, en 1941. En l'occurrence, Maurice Donneau, qui est son Titus, n'est plus, il est mort tragiquement quelques années après cet enregistrement. On fait revenir des fantômes, hein, c'est des voix d'ailleurs qui nous reviennent. Et elles nous reviennent en plus selon des enregistrements dont la technique est parfaitement fragile par rapport à aujourd'hui. Donc je suis consciente qu'il est absolument impossible de comparer les deux objets sonores que je vais vous faire entendre, parce qu'ils n'ont rien de comparable du point de vue de la technique, et je dirais même du point de vue des conditions même de l'enregistrement. Si on calcule bien, Julia Bartet est née en 1800, je ne veux pas dire de bêtises, elle a 86 ans quand elle enregistre Bérénice, et Maurice Donneau est beaucoup plus jeune qu'elle, donc ils ne sont pas du tout en train de jouer. Ils sont en train de faire entendre autre chose que du jeu, quelque chose d'un savoir-faire dont les studios EMI veulent garder la trace. Ils font trace dans l'histoire. De quoi je n'oserais pas vous dire qu'ils font trace d'un jeu. Ils font trace sans doute d'un savoir-faire, de quelque chose qui aujourd'hui nous paraît donc sans doute bien étrange, mais à vous de dire maintenant et à vous de recueillir ces voix avec vos sensibilités d'aujourd'hui. Donc c'est sur mon ordinateur. Ah, pardon, excusez-moi. Il faut que Titus et Maurice Donneau. Il faut juste que je me Non, laissez-moi, vous dis-je. En vain, tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Oh, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne.
N'accablez pas, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous accompagner un trouble assez cruel m'agite, me dévore, sans que des pleurs si chères me déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois m'a fait de mon devoir reconnaître la voix, et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Oh, Cruel, fait-il tant de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimé. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous mon nom quand je vous l'avais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que me disiez-vous, princesse infortunée, aux bâtiments engagés, et quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu, Cruel, que pour le rendre au fond de vos seules mains, ce cœur voudrait défendre? Tout l'Empire a d'un pas conspiré contre nous. Il était temps encore que nous quittions. Nous raisons alors consoler ma misère. Je pouvais de maman accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, tout l'univers, plutôt qu'une si chère main. La reine, dès longtemps contre moi déclarée, m'avait à mon malheur dès longtemps préparé. Je n'aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel, dans le temps que j'espère un bonheur immortel, quand votre heureux amour peut tout ce qu'il désire, lorsque Rome se tait, quand votre père expire, lorsque tout l'univers fléchit à vos genoux, enfin, quand je n'ai plus à redouter que vous. Andromaque. Voilà, je vais maintenant vous faire entendre en 2017 donc, les interprètes de la Comédie Française, eux aussi, dans Bérénice. Et j'aurais voulu trouver exactement le même passage. Le voici. Sont cela ces projets de grandeur et de gloire qui devaient, dans les cœurs, consacrer ma mémoire? C'est la fin du monologue de Titus qui précède la scène. 8 jours, je règne. Et jusque à ce jour, qu'ai-je fait pour l'honneur? J'ai tout fait pour l'amour. D'un temps si précieux, quel compte puis-je rendre? Où sont ces heureux jours que je faisais attendre? Quelles fleurs ai-je séché? Dans quels yeux satisfaits ai-je déjà goûté le fruit de mes bienfaits? L'univers a-t-il changé ses destinées? Sais-je combien le ciel m'a compté de journées? Et de ce peu de jours si longtemps attendus, ah malheureux, combien j'en ai déjà perdu? Ne tardons plus. Faisons ce que l'honneur exige. Rompons le seul lien. Non! Laissez-moi, vous dis-je. En vain, tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne? Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui, tant de fois, m'a fait de mon devoir reconnaître la voix. Il en est temps. Forcez votre amour à se taire. Et d'un œil que la gloire et la raison éclairent, contemplez mon devoir dans toute sa rigueur. Vous-même, contre vous, fortifiez mon cœur. Aidez-moi, s'il se peut, à vaincre ma faiblesse, à retenir les pleurs qui m'échappent sans cesse. Ou, si nous ne pouvons commander à nos pleurs, que la gloire, du moins, soutienne nos douleurs et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Ah,
Cruel. Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimer. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu, cruel, que pour le rendre, quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre? Tout l'Empire a 20 fois conspiré contre nous. Il était temps encore que ne me quittiez-vous. 1000 raisons alors consolaient ma misère. Je pouvais de ma mort accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, tout l'univers, plutôt qu'une si chère main. Leur haine, dès longtemps contre moi déclarée, m'avait à mon malheur dès longtemps préparé. Je n'aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel, dans le temps que j'espère un bonheur immortel. Quand votre heureux amour peut tout ce qu'il désire. Voilà, on passerait des heures, je pense, à écouter Clotilde Bézère et Éric Génovèse en 2017. Vous entendez sans doute ici, et l'exercice d'écoute s'arrêtera là, vous entendez l'extrême attention que portent ces deux interprètes au E muet, combien ils font entendre le vers, et la question de la musique et du sens a été ici, du moins dans cette proposition radiophonique, comment dirais-je, si ce n'est réglé, du moins proposé esthétiquement par Éric Ruff à travers un enregistrement musical. Il y avait donc des musiciens qui soutenaient le travail des comédiens, et donc le débat entre musique et sens dans le vers était comme déplacé, décentré, puisqu'il y avait de fait des musiciens de scène qui accompagnaient ces comédiens. J'aimerais poursuivre en classe avec vous autrement ces exercices d'écoute, mais je vous remercie en tous les cas pour votre écoute à vous ce matin.